va passer la parole à Anaïs. Anaïs comme Marc-Henri. Anaïs, comme Marc-Henri vous a dit, est en thèse. Elle est conseillère en génétique et en thèse de sciences sur la partie 1 de ce projet, donc la partie génétique. Et donc, on lui a demandé de faire une présentation qui a déjà été faite il y a quelques années, mais par une autre personne. Donc, c'est toujours bien d'avoir deux visions complémentaires, en fait, qui sont très proches, mais sur les causes génétiques du mélanome uvéal. Bonjour à tous. Effectivement, je suis en thèse sous la codirection du docteur Stern et du docteur Colla. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des causes du mélanome uvéal. Donc, comme vous l'a déjà dit le docteur Malès ce matin, c'est une maladie rare. On estime à peu près 600 nouveaux cas tous les ans en France, dont la moitié sont suivis à l'Institut Curie. Et du coup, on peut se demander pourquoi ce mélanome survient chez une personne donnée. Et plus précisément, quels sont les facteurs qui prédisposent au mélanome uvéal. Donc, dans la survenue d'un cancer, il y a 3 éléments qui peuvent intervenir. Il y a l'environnement, la génétique et le hasard. Donc, pour ce qui est de l'environnement, je vais aller assez rapidement parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de cause environnementale décrite dans la littérature. Donc, comme vous l'a dit le docteur Stern, ce mélanome uvéal, il touche principalement les individus d'origine européenne, aux yeux clairs et à la peau claire. Donc, on s'est demandé s'il y avait une incidence des rayonnements UV sur le développement de ce mélanome. Mais finalement, le nombre de cas de mélanome uvéal reste stable ces dernières décennies, contrairement au nombre de cas de mélanome cutané, qui augmente lié à l'augmentation de l'exposition aux UV et le trou dans la couche d'ozone. Et surtout, les tumeurs qui sont liées aux UV, elles ont une signature particulière, et cette signature-là, on ne la retrouve pas dans le mélanome uvéal. Donc maintenant, on va parler plutôt des causes génétiques. Mais avant, on vous a parlé d'ADN, de gènes, de mutations, donc je pense que c'est bien de faire un petit rappel sur ce que c'est l'ADN quand même. Donc nous, en tant qu'être humain, on est constitué de milliards de cellules, et chacune de ces cellules, elle possède un noyau. Et en fait, ce noyau, c'est un peu le cerveau de la cellule. Et ce noyau, il contient 23 paires de chromosomes. Donc j'insiste vraiment sur le fait que ce sont des paires de chromosomes. Je vais revenir dessus après. Et donc, si on zoome sur ces chromosomes, en fait, on a cet aspect un peu en pelote, parce que la molécule d'ADN, en fait, c'est cette molécule-là en spirale. Et ces chromosomes, ils sont formés par cette molécule d'ADN. Et en fait, cette molécule d'ADN, on peut voir ça comme une très très longue phrase de plus de 6 milliards de caractères. D'accord. Vous m'entendez bien. Une très longue phrase de plus de 6 milliards de caractères. Et en fait, les mots de cette phrase, ce sont les gènes. Et donc, chaque gène va coder pour une fonction particulière dans la cellule. Et donc, comme je vous disais, on a 23 paires de chromosomes. Et donc, tous nos gènes, on les a en 2 copies. Alors, qu'est-ce que c'est une prédisposition héréditaire au cancer ? Eh bien, en fait, c'est quand il y a une altération génétique qui est présente dans toutes les cellules du corps et qui donc va augmenter le risque de survenue d'un cancer. Et cette mutation, elle peut être héritée d'un des 2 parents, ou elle peut être survenue ce qu'on appelle de novo, ça veut dire qu'elle est apparue chez l'individu. Et donc là, j'ai représenté les parents, et donc chaque trait représente une copie du gène. S'il y a une mutation sur une des 2 copies du gène, chaque enfant va hériter au hasard d'une des 2 copies de ses parents. Donc c'est pour ça que quand il y a une prédisposition héréditaire au cancer, chaque enfant a un risque de 50% d'hériter de la mutation. Maintenant, pour ce qui se passe au niveau de la cellule, on va comparer les formes qu'on appelle sporadiques, donc sans prédisposition, aux formes avec prédisposition. Donc dans la forme sporadique, sans prédisposition, il y a une première mutation qui va apparaître dans une cellule. On va dire qu'elle est acquise. Et il va falloir qu'il y ait un deuxième événement, donc qu'il y ait une deuxième mutation qui arrive sur la 2e copie du gène pour conduire à la formation de la tumeur. Alors que dans les formes avec prédisposition, la première mutation, elle est constitutionnelle, donc elle est présente déjà dans toutes les cellules du corps. Et du coup, la probabilité qu'il y ait un deuxième événement qui arrive sur l'autre copie du gène est un petit peu plus importante. Alors, pourquoi identifier une prédisposition génétique au cancer ? Déjà, ça permet d'avoir une explication à cette question du « pourquoi moi ?» Ça permet d'être surveillé de façon adaptée, parce que ces gènes de prédisposition, généralement,
il prédispose à plusieurs types de cancers. Donc il va falloir surveiller aussi les autres organes. Et aussi, ça permet de conseiller au mieux les membres de la famille, parce que forcément, on parle de génétique, d'hérédité, et donc il y a d'autres personnes dans la famille qui peuvent bénéficier de l'analyse dans ces formes génétiques et être surveillées de façon adaptée. Et aussi, dans certaines situations, pour certains gènes, ça peut permettre d'adapter les traitements. Donc, quand est-ce qu'on suspecte une prédisposition héréditaire ? Déjà, quand il y a un âge inhabituellement jeune au diagnostic, quand il y a des cancers multiples ou bilatéraux, et aussi quand il y a des associations avec d'autres cancers du même spectre tumoral. Donc, comme je vous disais, certains gènes peuvent prédisposer à plusieurs cancers, et c'est ça qu'on appelle le spectre tumoral. Et aussi quand il y a des antécédents familiaux, bien sûr, de cancers du même type ou du même spectre tumoral. Et dans ces cas-là, les patients sont orientés vers la consultation donc génétique. Alors, pour le mélanome uvéal, c'est un petit peu particulier. Pour l'instant, on voit tous les patients qui le souhaitent depuis quelques années pour bénéficier de cette analyse génétique. Mais dans certains cancers un petit peu plus fréquents, il y a vraiment des critères qui sont établis qui vont nous permettre de sélectionner les patients qui font vraiment évoquer une forme génétique. Donc ça, ceux que j'ai vus en consultation de génétique doivent le savoir. Il y a 2 gènes principaux qui peuvent prédisposer au mélanome uvéal. Il y a le gène BAP1. Donc ce gène-là, BAP1, ça fait un petit moment qu'on le connaît. On sait que quand ce gène-là ne fonctionne pas dans la cellule, il y a une prédisposition au mélanome uvéal, mais ça peut aussi prédisposer à d'autres lésions, notamment au niveau cutané, comme le mélanome de la peau, le carcinome basocellulaire. Ça prédispose aussi au mésothéliome malin, donc qui est un cancer de l'enveloppe qui entoure les poumons, de la plèvre. Et donc c'est très différent du cancer des poumons qu'on peut voir chez les fumeurs. C'est plutôt ce qu'on peut observer chez des personnes qui ont été exposées à l'amiante. Et ça prédispose aussi au cancer du rein à cellules claires. Et en fait, ce gène-là, BAP1, comme la plupart des gènes qui prédisposent au cancer, c'est un gène qu'on appelle suppresseur de tumeur. Donc en fait, son rôle, ça va être de protéger la cellule contre le développement d'un cancer. Donc c'est pour ça que quand il est inactivé dans la cellule, on a un risque un peu plus important de développer certaines tumeurs. Comment ça se passe concrètement ? BAP1, en fait, il est situé sur le chromosome 3. Et là, je vous ai représenté les 2 chromosomes 3. Encore une fois, on a 23 paires de chromosomes. Donc ici, il y a une mutation de BAP1 sur le premier chromosome 3. Et ce qui va se passer dans la tumeur, c'est qu'on va avoir une monosomie du 3. Ça veut dire qu'on va perdre l'autre chromosome 3. Et ça, en fait, cette monosomie du 3, c'est l'altération génomique la plus fréquente dans le mélanome uvéal. Et donc, ça aboutit à l'absence de BAP1 fonctionnel et du coup à la formation de la tumeur. Ensuite, il y a un autre gène de prédisposition au mélanome uvéal qui a été identifié par l'équipe de recherche. Donc, c'est le gène MBD4. Et donc, ça a commencé avec une patiente qui avait un mélanome uvéal métastatique avec une réponse exceptionnelle à l'immunothérapie. Et dans sa tumeur, il y avait une signature inhabituelle et très spécifique. Et comme on vous disait tout à l'heure, les mélanomes uvéaux, généralement, ils n'ont pas beaucoup de mutations. Et là, ce mélanome uvéal-là, il avait beaucoup de mutations. Et du coup, c'est aussi ce qui explique qu'il y avait cette bonne réponse à l'immunothérapie parce qu'il était très bien reconnu par le système immunitaire. Et chez cette patiente, l'équipe de recherche a trouvé une mutation dans le gène MBD4. Suite à ça, l'équipe de recherche a essayé de retrouver d'autres mutations de MBD4. Donc dans une de nos cohortes de patients, de plus de 1000 patients avec un mélanome uvéal de l'Institut Curie, et tous les nouveaux patients suivis à l'Institut Curie pour un mélanome uvéal. Et ça a permis d'identifier 18 patients avec un mélanome uvéal et une mutation dans MBD4. Et si on regarde d'un petit peu plus près ces patients et ces familles, on a par exemple ici le cas d'un patient qui a eu 2 mélanomes uvéaux du même œil à des âges assez jeunes, à 20 ans et 26 ans. On a aussi le cas de 2 sœurs qui ont eu un mélanome uvéal et qui étaient toutes les 2 porteuses de la mutation de MBD4. Et on a un cas d'un patient qui a eu un mélanome uvéal très jeune, à l'âge de 17 ans. Tout ça chez des porteurs de la mutation MBD4. Et donc ça nous fait dire que finalement, ces mutations de MBD4, elles pourraient expliquer certaines formes familiales
multifocales de mélanome uvéal. Et jusqu'à maintenant, on les expliquait seulement avec des mutations de BAP1. Et BAP1, ce gène-là, il permettait d'expliquer à peu près 20% de ces formes. Donc on se doutait qu'il y avait probablement d'autres gènes de prédisposition qu'on ne connaissait pas encore. Et de façon intéressante, MBD4 est aussi sur le chromosome 3, comme BAP1. Donc ce qui fait que, de la même manière que pour BAP1, s'il y a déjà une mutation sur une des copies, sur un des chromosomes 3, la perte de l'autre chromosome 3, donc la monosomie 3, ça veut dire qu'on n'a plus de MBD4 fonctionnel dans la cellule, et c'est ce qui peut conduire à la formation de la tumeur. Ensuite, quelques mots sur ce qu'on a fait pour essayer de trouver des nouveaux gènes de prédisposition. Ça, c'est un travail qui a été fait avec le docteur Golmar de l'unité de génétique constitutionnelle. Et donc, entre janvier 2021 et juillet 2023, il y a 381 patients qui ont accepté l'analyse génétique et qui ont consenti à la recherche. Et chez ces patients-là, en plus de l'analyse de BAP1 et de MBD4, on a analysé 120 gènes qui sont connus dans la prédisposition au cancer, mais qui n'étaient pas connus pour prédisposer au mélanome uvéal. Donc on a trouvé des mutations dans certains de ces gènes, mais ce qui nous a le plus intrigué, c'est qu'en fait, on a trouvé 8 patients sur ces 381 avec une mutation dans les gènes du MMR. Donc vous avez les noms là, MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, bon, peu importe les noms, mais en fait, ces gènes-là, à la base, ils étaient plutôt connus pour donner une prédisposition au niveau digestif et gynécologique chez la femme. Donc c'est des patients qui doivent être surveillés par des coloscopies régulières, parce qu'ils ont tendance à faire des petits polypes, il faut les retirer avant qu'ils dégénèrent. Et chez les femmes, il faut une surveillance au niveau de l'utérus et des ovaires. Et donc 8 sur 381, si on compare ça à la population générale, c'est un petit peu plus que ce qu'on s'attendrait par hasard. En fait, il y en a plus qu'attendu. Donc tout ça, ça suggère que finalement, ces gènes-là, ils pourraient probablement aussi prédisposer au mélanome uvéal. Et pour ces 8 patients, on avait de la tumeur disponible pour une patiente, qui est la patiente avec la mutation dans le gène MLH1. Et en fait, quand on regarde sa tumeur, on voit que le gène MLH1, là, il est éteint. Ainsi que le gène PMS2, mais c'est normal parce que ces deux gènes-là, ils fonctionnent ensemble. Et donc ça veut dire que MLH1 ne s'exprime plus dans la tumeur. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on regarde aussi la signature de la tumeur, c'est une signature qui est assez spécifique de l'absence de ces gènes-là du MMR. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ce gène MLH1, il semble avoir joué un rôle dans le développement du mélanome uvéal de cette patiente. Et encore une fois, MLH1 est sur le chromosome 3, comme BAP1, comme MBD4, donc c'est encore le même fonctionnement que pour ces deux gènes. Et alors, si on n'a pas de cause génétique, qu'on n'a pas de cause environnementale, est-ce que ça peut être dû au hasard? Il faut savoir que dans une cellule humaine, il y a à peu près 47 mutations par an et par cellule. Ces mutations, elles peuvent avoir lieu n'importe où dans l'ADN, donc dans des régions qui sont importantes ou des régions qui sont un petit peu moins importantes, y compris dans des gènes qui servent à protéger contre les tumeurs, comme ces gènes-là, BAP1, MBD4 et les gènes du MMR. Normalement, ces mutations, elles sont réparées efficacement parce qu'on a des systèmes de réparation de l'ADN dans nos cellules, mais ils ne sont pas infaillibles. Donc finalement, si on ne trouve pas de cause génétique, est-ce que c'est forcément lié au hasard? Pas forcément. Pas forcément parce qu'on sait que probablement on ne connaît pas encore tous les facteurs qui interviennent dans le développement de ce mélanome. Pour les cas qui font vraiment penser à de la génétique, on peut leur proposer des analyses un peu plus larges génétiques, ce qu'on appelle le plan France médecine génomique. Et donc là, il va y avoir un séquençage de vraiment tous les gènes chez un individu. Généralement, c'est en trio avec les parents. On a aussi d'autres gènes candidats de prédisposition, comme le gène POT1, mais on n'a pas assez de cas pour vraiment dire que c'est un gène de prédisposition. Et bien sûr, c'est important de faire avancer la recherche pour essayer de comprendre ces facteurs de susceptibilité génétique et non génétique. Donc voilà, j'aimerais remercier cette belle équipe de recherche, ainsi que le service de génétique clinique, le financement du DOD dont on vous a parlé, et bien sûr les patients et leurs familles sans qui tous ces projets ne seraient pas possibles.
Et je vous ai mis là les adresses du docteur Christelle Collin et mon adresse. Donc si vous avez un doute sur une éventuelle prédisposition génétique, vous pouvez nous écrire. Merci pour votre attention. J'ai compris. Au bout d'un moment, je vais comprendre. Merci beaucoup. Il y a une première question. Quelles sont les incidences en population générale des mutations de BAP1 et MBD4 ? Alors, en population générale, je ne saurais pas vous dire. Je sais que pour BAP1, c'est un petit peu moins d'1% de tous les mélanomes UVO. Et pour MBD4, vu que c'est très récent en fait, qu'on ait identifié ce gène-là comme gène de prédisposition au mélanome uvéal, je ne pense pas qu'on ait les données encore. On n'a pas encore peut-être assez de patients pour vraiment pouvoir donner une véritable incidence. Ouais. Donc c'est une maladie rare et en plus, les gènes de prédisposition, ils sont rares. Encore plus rares, oui. Tout à fait. Alors, on est globalement dans le même ordre de grandeur, on n'est pas à du 10%. Oui. Ouais. On essaye d'affiner quelque part autour de 1%, plus ou moins 1, grosso modo. Peut-être 2. Mais voilà, c'est cet ordre de grandeur-là. Donc et question de l'âge. Oui, pour l'âge, il n'y a pas vraiment de différence d'âge, en fait. La moyenne d'âge chez les patients avec une altération génétique, c'est à peu près la même que les patients qui ont un mélanome uvéal sans altération génétique. Donc c'est dur de se baser là-dessus. C'est pour ça que nous, on voit pour le moment tous les patients avec un mélanome uvéal qui le souhaitent en génétique, parce qu'on n'a pas encore des critères vraiment assez fins pour pouvoir suspecter une forme génétique ou pas. Pourtant, tout à l'heure, dans la présentation précédente, on parlait de gens relativement jeunes avec une mutation sur BAP1. Je sais pas. Alors oui, même pour MBD4, il y a des cas très jeunes. Comme je vous le disais, par exemple, on a le cas d'un patient avec une mutation de MBD4 qui a eu un mélanome uvéal à 17 ans. Donc effectivement, généralement, dans les prédispositions héréditaires au cancer, on a des âges un petit peu plus jeunes. Mais voilà, même pour MBD4, finalement, quand on fait vraiment la moyenne de tous ces patients, on reste à peu près au même niveau, à le même âge au diagnostic que la population générale. D'accord. Il y a une remarque, là, beaucoup de mélanomes UVO se retrouvent chez des pilotes en ligne, de pilotes de ligne, j'imagine. Et donc, quid du rayonnement cosmique ou des UVC qui n'atteignent pas le sol car filtrés par l'atmosphère ? C'est une très bonne question. Effectivement, c'est vrai qu'on nous l'a déjà reporté. Peut-être qu'encore une fois, c'est le nombre de cas qui n'est pas assez important pour vraiment qu'il y ait une démonstration dans la littérature. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impliqué. Parce qu'après, il y a les trous dans l'atmosphère et tout, alors on ne va pas s'en sortir. Bien. Et une autre personne qui pose une autre question ? Dans la salle, est-ce qu'il y a une question ? Non. Alors, une personne qui dit « je suis porteur du gène POT1 responsable entre autres de mélanome. Pensez-vous qu'il soit aussi responsable du mélanome uvéal ?» Alors, c'est aussi une question qu'on se pose. C'est vrai que c'est un de nos gènes candidats de prédisposition. Il y a eu des études de cas qui ont été faites dans la littérature où ils reportent des patients avec un mélanome uvéal et un variant de POT1. Pour l'instant, je crois que c'est 3 patients qui ont été reportés dans la littérature. Encore une fois, malheureusement, c'est toujours la même réponse, mais 3 patients, c'est encore un peu faible pour vraiment dire si c'est un gène de prédisposition, mais c'est quelque chose qu'on va explorer, effectivement. En fait, tout le problème de la génétique, vous me direz si je dis une connerie, mais on peut avoir la prédisposition et ce n'est pas pour autant qu'on fait la maladie. Tout à fait, c'est des risques. C'est pour ça qu'on est surveillé. Il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie avec une mutation dans un gène de prédisposition au cancer et jamais développer le cancer qui est associé. Donc ça, on ne connaît pas non plus ce qui entraîne ou pas le déclenchement. Il y a certainement d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais comme on sait que le risque est un petit peu plus important, on va quand même surveiller les organes qui sont concernés de près pour si jamais quelque chose devait se développer, c'est pris en charge le plus tôt possible. Super topo, beaucoup de données nouvelles, bravo. Merci. Alors, comment on peut savoir si on est dans une catégorie là, BAP1, MBD4, POT1 comment on fait ? On se précipite chez vous
Alors, effectivement, pour savoir ça, il faut faire l'analyse génétique. Comme on veut aussi avoir la prédisposition sur tous les cancers, on fait comment, quoi Tous les passe son cancers, temps c'est à pas faire des possible. prélèvements sanguins. Voilà. Ça n'existe pas encore. Mais après, pour le mélanome uvéal, en tout cas, c'est pour ça que j'ai laissé nos adresses mail. Il faut faire une analyse génétique, en fait, pour avoir cette réponse. C'est une prise de sang et un prélèvement salivaire. Et c'est la seule chose qui peut vraiment dire si oui ou non le gène fonctionne correctement ou pas. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir qu'en faisant l'analyse génétique. Et je répète, c'est pas pour autant qu'on fera la maladie aussi. Et c'est pas pour autant qu'on fera la maladie, exactement. Merci beaucoup Anaïs.